On commence aujourd'hui une nouvelle section, donc la partie de la locomotion. Et dans le cours, on va travailler surtout des robots, on va travailler uniquement avec des robots à roues. On peut travailler avec des robots à pattes et tout ça, mais pour la simplification des choses, on va rester quand même avec des roues. Allons-y, locomotion. Donc, sur notre feuille de route, on a commencé à parler de mesures tout à l'heure, donc les capteurs, les mesures. On a commencé à voir un petit peu, tout petit peu, comment estimer la pose du système à partir des mesures. Notez ici que je n'avais pas vraiment de carte, là. Et là, on va s'attarder à la partie lorsque j'ai fait une planification, qu'on va voir dans la deuxième moitié du cours, qui est j'obtiens une commande U. Donc, cette commande-là va être des actionnaires qui vont permettre de déplacement du système. Puis aussi, va nous permettre de nous aider dans notre estimation de pause, d'avoir les commandes qui sont envoyées aux roues, par exemple. Donc, on va voir aujourd'hui comment est-ce que les commandes de roues vont nous permettre de déplacer un véhicule. Il existe donc plusieurs catégories de systèmes de déplacement. Donc, par exemple, on va travailler dans le cours surtout nous autres en 3 degrés de liberté, donc un robot sur un plan. Donc, 3 degrés, pourquoi est-ce que j'ai X, j'ai Y et j'ai θ? Notez que vous pourriez aussi travailler en robotique sous-marine. Donc, par exemple, ici, vous avez le robot Aqua. Donc, vous avez ici mon directeur de doctorat, qui est Gregory Dudek. Donc, lorsque je fais mes recherches au doctorat, j'ai travaillé beaucoup avec ce robot-là. D'ailleurs, petite anecdote, un jour, je lisais un livre, si vous regardez la caméra, qui s'appelait Robots, Robots Everywhere. Je vais désactiver mon fond d'écran. Vous pouvez le voir. Donc, si vous regardez à l'écran ici, j'avais Robots, Robots Everywhere, un livre que je lisais à mon petit garçon. Et qu'est-ce que je vais trouver une certaine page? C'était notre robot sous-marin qui avait été repris par l'artiste. Donc, vous voyez ici notre robot Aqua avec les palmes ici. C'est exactement le même robot. J'imagine que la personne a trouvé notre robot sur Internet, puis s'en est inspiré pour faire un livre pour enfants, en tout cas dans une des épisodes. Je trouvais ça très cute sur le moment, lorsque j'ai découvert cette photo-là. On peut aussi travailler dans l'aérien, c'est de plus en plus populaire. En ce moment, là, les drones et tout ça, peut-être pas au niveau du militaire, les militaires, c'est quand même longtemps qu'ils en font, mais au niveau du civil, le drone prend de plus en plus d'importance. Maintenant, on a des DJI qui font des drones assez intelligents. Vous avez Skydio aussi. C'est des systèmes qui ont dans un volume relativement restreint. Là, les drones ne sont pas très élevés, mais vous avez maintenant, grâce à la concentration de la puissance de calcul et la petitesse des caméras, vous avez vraiment des systèmes qui sont très, très puissants en termes de capacité d'action. Faire des cartes orthonormées dans photo, suivre des points GPS. Donc, de plus en plus, on travaille en 6 degrés de liberté en robotique pour être capable de bien traiter l'information qui provient de ces drones-là. Mais dans le cours, comme je dis, nous autres, on va surtout rester en 3 degrés de liberté. C'est ce qui est le plus simple. Alors, on va voir différents types de conduite à roues aujourd'hui. Donc, on va avoir une conduite différentielle, la conduite synchrone, le tricycle et aussi l'épure de Gentot ou Ackermann qu'on retrouve dans les voitures. Donc, dans la configuration de roues de conduite différentielle, on a donc on va avoir 2 moteurs ici, donc une roue ici, là, un moteur qui est caché ici. Donc, ça va être 2 roues qui sont motorisées de façon indépendante, ce qui nous donne donc 2 degrés de liberté. Et on va avoir une 3e roue qu'on appelle le caster wheel ici, là, qui va nous permettre de maintenir l'équilibre, parce que d'avoir un robot sur 2 roues, c'est pas comme un Segway, c'est un peu compliqué à faire. Ça demande de faire du contrôle dynamique d'équilibre. Donc, on va rajouter simplement une 3e roue libre, une roue folle, pour être capable de maintenir l'équilibre du robot. Donc, les robots Kobuki en simulateur, c'est ce qu'on utilise. Donc, c'est une conduite de type différentiel. Donc, il va y avoir une petite roue folle là, aussi dans le Kobuki. On va faire des hypothèses pour simplifier le problème de compréhension de la conduite différentielle. Premièrement, on va faire l'hypothèse que nos roues sont parfaitement circulaires, qu'elles sont aussi infiniment minces. Donc, on va avoir des points de contact qui sont ponctuels sur un environnement qui va être parfaitement lisse lui-même. Nos roues vont avoir les mêmes rayons, donc le rayon droit et le rayon gauche vont être identiques. Les roues ici vont être coaxiales, donc vous voyez ici, là, vue de haut.
l'axe des roues. Donc, c'est le prolongement de l'axe des roues est le même pour les deux. On va ici faire l'hypothèse qu'on a une adhérence parfaite, ce qui est bien durant l'hiver. Et comme ça, donc, on ne va pas simuler ici des problèmes de contact. C'est d'ailleurs un sujet de recherche important, là, de bien modéliser les points de contact pour des roues de véhicules, par exemple. Là. Il y a même un professeur ici à l'Université Laval, le nom m'échappe, c'est Julien, je crois, en faculté d'administration, qui s'intéresse justement beaucoup au modèle de traction des roues. Tu as des importances économiques, par exemple, si vous êtes la compagnie Goodyear, ben, dépendant des points de contact, ben, les pneus vont s'user plus ou moins rapidement. Donc, c'est important d'avoir des bons modèles de contact et d'usure pour les pneus. Donc, notre véhicule, en général, on peut décomposer les trajectoires en ligne droite, en ligne courbe ici. Donc, une courbe, parce que ça va avoir ce qu'on appelle un centre instantané de courbure, donc le ICC en anglais, donc Instantaneous Center of Curvature. Et aussi, on va accepter de faire aussi des trajectoires là, le robot tourne sur place. C'est un des avantages des robots à conduite différentielle, qu'on peut vraiment les faire tourner sur eux-mêmes. En bout de ligne, on peut aussi représenter ça par des droites, ou plutôt pas des droites, mais des arcs. Une ligne droite, ce que c'est un arc avec un rayon de courbure infini. Une courbe, ça va être un arc de cercle, donc avec un rayon qui est plus grand que 0 et plus petit que l'infini. Et une rotation sur place, c'est simplement que la rayon de courbure va de 0. Donc, ça va être important parce qu'à partir des commandes envoyées à notre roue gauche ou roue droite, on va être capable de retrouver, par exemple, l'ICC et le rayon de courbure. Donc, ça va nous permettre après ça de venir dire, ben, si j'envoie telle commande à mes roues, ça va créer telle trajectoire dans le vrai monde. Et c'est important ici, l'ICC va être situé sur le prolongement de l'axe des roues. Okay, gardez ça en tête quand on va vouloir trouver la position de l'ICC. On a simplement besoin de faire un prolongement des axes et on va le retrouver. Pour la conduite différentielle, par contre, on voyait que si je prolonge les axes des deux roues, ben, comme ils sont coaxiales, donc dans le fond, tout ce que ça me dit, c'est que mon ICC va se situer quelque part sur cette ligne-là. Mais je n'ai pas. Il va falloir que je lève l'indéterminé avec d'autres choses. On va donc établir maintenant les équations des systèmes de conduite différentielle. On va dire que les roues sont séparées par la distance L. On va placer un point M à mi-chemin entre les deux roues. C'est un point qui va être utile pour calculer nos vitesses linéaires. Donc, c'est un choix, disons, arbitraire, mais qui tombe bien pour les calculs, pour les équations. On va avoir des vitesses linéaires, VG et VD pour la roue gauche et la roue droite. Et ici, comme mon véhicule va tourner dans cette direction-là, donc il va tourner dans le sens, il s'en va vers le haut et il va tourner là, dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Donc, ce que ça indique ici, c'est que ma vitesse de la roue gauche, la vitesse linéaire, est plus faible que la vitesse linéaire de la roue droite. Donc, les vitesses, on va les présumer connues, ces vitesses linéaires-là, parce qu'on est capable de mesurer la vitesse de rotation de la roue ici avec nos encodeurs optiques, par exemple. Et on a fait l'hypothèse qu'on avait un contact parfait entre la roue et le sol, donc je n'ai pas de glissement. Donc, je peux retrouver la vitesse linéaire là, dans l'environnement du point de contact là, de la roue. Le point M va lui-même aussi se déplacer sur une courbe. Donc, tous les points du robot vont suivre une courbe qui va avoir les arcs vont être différents, dépendant de la position sur le véhicule, mais chacun des points sur notre véhicule va suivre un arc, une trajectoire en arc. L'arc va être centré toujours sur l'ICC. Donc là, je répète, qui est situé quelque part sur le prolongement des axes. Donc, quelque part, je vais avoir mon ICC ici. J'ai tracé en pointillé les arcs sur lesquels les différents points du véhicule vont suivre lorsque j'ai des vitesses VG et VD qui sont constantes. Là, je vais tracer dans le fond des cercles, puis mon robot va tourner en rond. Okay. La vitesse angulaire, donc, c'est du système, si vous voulez, ça va être la dérivée de l'angle du robot en fonction du temps. Là. Donc, j'ai mon robot essentiellement qui va c'est comme je le plaçais sur une plaque tournante, je le colle dessus, puis je vais faire tourner la plaque à une vitesse angulaire oméga, puis j'ai un centre de rotation sur ma plaque. Puis, dans le fond, tout le système va être sous les solidaires. Petit rappel, pour une vitesse linéaire, VI,
c'est égal à la vitesse angulaire fois R, qui est la distance par rapport au centre de rotation. Donc, on va utiliser cette équation-là abondamment pour trouver c'est quoi la, la position, pas la position, mais oui, c'est la position du point de centre de rotation instantané. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est à partir de la géométrie du robot, donc la distance L entre les roues, et la vitesse de la roue gauche et la vitesse de la roue droite, comment retrouver la position du centre de rotation ICC et la vitesse angulaire oméga. C'est deux paramètres importants pour le déplacement de mon système. Donc, on va y aller, c'est avec des équations. Donc, GV, on va dire encore là, VGG. VG et VD, c'est des vitesses constantes commandées. Je connais L. On va commencer donc par rechercher R ici. Donc, en rappelant ici le fait que V est égal à R oméga. Donc, j'ai la vitesse de la roue droite, la vitesse linéaire, c'est égal à donc la distance, le bras de levier, donc la valeur de le petit R ici, là, ça va être R plus L2. Vous voyez la roue droite ici, là, j'ai mon point ici. Donc, j'ai R qui est la distance jusqu'au point milieu M plus L2 fois la vitesse angulaire oméga que je ne connais pas encore, mais je sais que cette règle-là s'applique. Même chose pour VG, la vitesse gauche, sauf que là, ici, j'ai un moins L2 puisque je suis situé plus proche là, du point de rotation ici. Donc, si j'isole oméga, j'obtiens donc VD divisé par R sur plus L2 égale à oméga. Et après ça, je vais substituer le oméga ici que j'ai trouvé dans l'équation ici. J'obtiens le terme ici. On brasse un peu, j'obtiens donc en bout de ligne que VGR plus L2 est égal à R moins L2 sur VD. Que l'on peut isoler, là, on peut, vous voyez, on peut factoriser, j'ai le terme R ici, donc je peux déplacer VDR de ce côté-ci, donc c'est pour ça que j'ai le moins, et ainsi de suite. Donc, je vous passe un petit peu ça vite, c'est des exercices que vous pouvez faire à la maison. Mais en bout de ligne, donc, j'obtiens que la position R, je peux la déterminer donc, sur cet axe ici. Donc, la distance R par rapport au point M, ça va être L sur 2 de VD plus VG divisé par VD moins VG. Donc, je connais tous les termes ici de mon équation. Donc, je peux retrouver la position du point de rotation de mon système à partir des vitesses de roue gauche et de roue droite. Donc, c'est important de quand même bien saisir là, le comportement de cette équation-là. On va faire un petit test de sanity là, à la prochaine étape. Aussi, donc, la vitesse angulaire, ça va être de la même façon qu'on fait, on peut démontrer là, que la vitesse angulaire va être VD moins VG sur L. Donc, si VD est égal à VG, le terme ici, donc ça veut dire que les deux roues tournent à la même vitesse. Ça veut dire que mon système va en ligne droite, instinctivement. Donc, ça veut dire que la vitesse angulaire va être de 0. Donc, l'équation ici le montre très bien. Et la vitesse V du point central ici, ça va être simplement la moyenne des deux vitesses linéaires. C'est important de faire des sanity checks quand on vous demande des fois des questions d'examen, calculez-moi que X, Y, Z, de trouver des cas de figure qui sont faciles à vérifier. Dans ce cas-ci, dans les cas de figure, c'est VG est égal à VD. Donc, si j'ai les deux roues qui tournent à la même vitesse, je dois aller en ligne droite. Si vous vous rappelez une ligne droite, ça veut dire une distance R qui est infinie pour une ligne droite. Donc, le rayon de courbure est infini dans ce qu'on a retrouvé ici, parce que VD est égal à VG, donc le terme ici tombe à 0. Donc, une division par 0, pouf, ça donne l'infini. C'est bien. Si la roue gauche tourne à la vitesse inverse de la roue droite, donc on peut imaginer très bien que le robot, dans le fond, va tourner, comme on dit en bon québécois, sur un dissous, là, va tourner sur lui-même. Donc, ça veut dire un rayon de courbure de 0. Et effectivement, si on regarde l'équation en haut ici, si VD est égal à moins VG, eh bien, le terme en haut devient nul. Donc, effectivement, le rayon va être nul. Donc, vous voyez comment j'ai pu vérifier ma réponse avec ces cas de figure-là. Vous avez utilisé le gyroscope en laboratoire. Donc, le gyroscope vous permet de trouver des vitesses angulaires d'un système. On a dit donc la vitesse angulaire, donc la vitesse à laquelle l'ensemble du robot tourne autour du centre de rotation indiqué ici. On a donc dit que c'est égal à VD moins VG divisé par L. Donc, j'ai illustré ici aussi la vitesse angulaire oméga. Donc, imaginez que j'ai un gyroscope qui est placé sur mon véhicule ici, mais que je l'ai décalé d'une position là, delta P, donc delta P gyroscope, donc un écart par rapport au centre ici.
Donc, la question, c'est, selon la position du gyroscope sur mon véhicule, quelle sera la vitesse angulaire oméga G qui est mesurée par mon gyroscope? Okay. La question, elle est simple, mais ça démontre quand même qu'il faut bien comprendre la physique des choses. Particulièrement, donc, la mesure de mon gyroscope ici va simplement être la vitesse angulaire oméga, ici, donc, la vitesse à laquelle l'ensemble du robot tourne autour du point de rotation ICC, plus le bruit. Mais notez que ça ne dépendra pas de la position du gyroscope sur le véhicule. Bon, donc, ça ne va pas dépendre non plus du rayon de courbure R. Le gyroscope ne fait que mesurer les vitesses de rotation du véhicule. Ça ne dépendra pas non plus de la position du gyroscope sur le robot. Quand je dis ne dépendra pas, c'est-à-dire, si vous voulez, dans notre cas, qu'on travaille à 3 degrés de liberté, donc il faut que le gyroscope soit parfaitement à plat sur le robot. Si vous le placez en un angle, ce n'est pas vrai. S'il est placé à plat, peu importe ce que vous le mettez sur votre robot, la mesure de vitesse angulaire que votre gyroscope va vous donner va être égale à la mesure du oméga ici. Elle va être égale à oméga ici plus, sans oublier, du bruit. Donc, vous voyez comment votre gyroscope va quand même vous donner quand même l'information à savoir est-ce que mon robot en ce moment exécute vraiment les commandes que je lui demande? Parce que si vous donnez des vitesses, si vous lui prescrivez des vitesses VG et VD, vous pouvez calculer c'est quoi le oméga, vous pouvez mesurer qu'est-ce que le gyroscope obtient comme mesure et vous pouvez comparer les deux en disant est-ce que mon robot, ça se passe bien, c'est-à-dire est-ce que mes commandes aux roues sont bien exécutées? Si oui, tout va bien. Sinon, ben là, c'est là qu'on peut commencer à faire des décisions du genre, ben est-ce que c'est parce que je suis en dérapage? Est-ce que c'est parce que j'ai des problèmes avec mes roues, etc. Mais voyez comment ça vous permet de vérifier qu'une commande est bel et bien exécutée par le système. Donc, le gyroscope, ce que ça va avoir l'air, j'ai mon robot ici, je vais le faire tourner autour d'un centre de rotation R. Ici, je vais avoir le signal du gyroscope qui va apparaître. Donc, mon gyroscope, c'est le gyroscope à taux, donc ça va mesurer des vitesses en radians par seconde. Ce qu'on voit, c'est le temps que le véhicule tourne, je vais avoir un signal qui va être non nul. Et lorsque le système va arrêter de tourner, mon signal va tomber à zéro pour mon gyroscope. Mais si le robot tourne sur place, vous voyez, les signaux vont essentiellement être les mêmes. Donc, mon gyroscope ne me donne pas d'informations sur c'est quoi le rayon de courbure R. Ça va me donner juste d'informations sur la vitesse de rotation du système, peu importe le R. Mais c'est quand même pertinent. Là, ça me donne l'information sur l'orientation θ du véhicule, par exemple. Donc, ça, c'était pour un type de configuration de roue différentielle. C'est très utilisé dans les robots intérieurs. Les Roomba, par exemple, c'est des conduites différentielles parce que ça nous permet de faire des trajectoires qui sont quand même assez riches. Il existe d'autres configurations de roues qui vont dépendre de la géométrie du véhicule, puis aussi des tâches à accomplir pour le véhicule. Par exemple, pour la bicyclette, donc j'ai 2 roues. Tout le monde ici a déjà fait de la bicyclette. Donc, vous avez ici le Ghost Rider, qui était à l'Université de Berkeley, eux autres, c'est leur technique, c'est le robot qu'ils avaient utilisé pour le DARPA Grand Challenge. J'avais décidé de faire ça compliqué au lieu de faire ça simple. Donc, non seulement il devait être capable de faire des déplacements autonomes, mais en plus, il devait avoir un système qui était capable de maintenir l'équilibre à 2 roues. Nonobstant le problème d'équilibre, qu'on ne va pas traiter dans le cours ici, on a donc le modèle de notre bicyclette ici. Rappelez-vous, donc, on disait que le centre de rotation instantanée, donc l'ICC, va être situé sur le prolongement des axes des roues. Dans ce cas-ci, mes roues ne sont pas coaxiales. Donc, c'est intéressant parce que là, je vais être capable de directement trouver c'est quoi ma valeur R, puisque je vais être capable de faire de la géométrie. Donc, je prolonge les axes de mes roues, donc un prolongement, un deuxième. Donc, mon ICC va se trouver à cette position-là. Et la distance, disons que je choisis comme point de référence le point de contact de la roue arrière. OK? Donc, j'ai la distance R en bas ici. J'ai un beau triangle rectangle. Donc, ici, c'est la géométrie qui est relativement simple. Je connais la géométrie aussi de ma bicyclette. Je sais que la distance entre les points de contact de roue avant-arrière, c'est A. Maintenant, mon guidon est à un angle phi. J'ai toutes les informations disponibles pour être capable de retrouver la position, la distance R. Puisque dans le fond, je connais 2 côtés de mon rectangle. Et là, dans le fond, je dois maintenant retrouver c'est quoi l'angle ici. Quel est cet angle? On sait qu'un triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés.
j'ai 90 degrés ici, j'ai alpha et j'ai phi, θ. Et aussi, on sait que, là, que tous les angles ici, leur somme va être égale à 180 degrés. Donc, si vous voulez, la somme des trois angles ici doit être égale à la somme des trois angles à l'intérieur de mon triangle. On sait ici que j'ai 90 degrés, j'ai 90 degrés ici. Le alpha est partagé par les deux, par le 180 degrés ici et le triangle. Donc, par déduction, l'angle phi ici doit être égal à l'angle θ ici. Donc, les deux angles sont égaux. Donc, j'ai tous les paramètres maintenant qui me permettent de résoudre de retrouver R. R, ça va être quoi? Bon, je sais que la tangente, donc tangente de phi, tangente de θ si vous préférez, parce que les deux angles sont identiques. Donc, la tangente de θ ou de phi, c'est égal à le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, A sur R. Donc, R est simplement A sur tangente de phi. Comment on trouve le triangle rectangle? C'est ça. Donc, la roue arrière, elle est toujours fixe sur un vélo. Puis, la roue avant, elle pivote. On va mettre un axe là, au-dessus de la roue. Donc, c'est sûr que si dans les vélos, normalement, la fourche est un petit peu en angle, ce qui fait que le triangle la géométrie peut changer. Mais là, disons que c'est plus comme un vieux vélo, là, parce que vraiment l'axe de rotation. J'ai le point de contact de la roue au sol, j'ai le moyeu du guidon, puis quand je tourne le guidon, la roue pivote. La roue avant là, va pivoter directement sur le point de contact. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai cette partie-là ici. Et clairement, les roues doivent être bien balancées et bien alignées, c'est-à-dire que l'axe ici de la roue doit être perpendiculaire au cadre de mon vélo. Donc, je dois avoir absolument ici un angle de 90 degrés. C'est cette information-là qui est importante. L'axe de la roue arrière, là, s'il n'est pas à 90 degrés, vous allez user votre pneu. C'est ce qui va arriver. Donc, c'est une bicyclette en bon état pour notre problème ici. Donc, j'ai mon triangle. J'ai retrouvé donc la distance R. Ici, vous voyez, dans le cas de la conduite différentielle, je jouais sur les différentes vitesses de rotation des roues pour pouvoir déterminer, si vous voulez, placer mon point R. Alors qu'ici, je vais avoir un actionnaire, par exemple, pour faire pivoter mon guidon en avant. Et ça va venir déterminer la position R ici. Puis après ça, donc, si la roue arrière est motorisée, c'est la roue arrière qui va déterminer maintenant les vitesses angulaires, si vous voulez, les vitesses linéaires. Mais la vitesse de la roue arrière ne va pas déterminer la position de l'ICC. Vous voyez ici, la géométrie fait que dans un type de véhicule, la vélocité détermine R et ici, la vélocité ne détermine pas R. Encore là, je peux faire des vérifications simples. Si mon guidon de mon vélo pointe vers l'avant, ça veut dire que je m'en vais en ligne droite. Donc, une ligne droite, ça signifie quoi? Ça signifie une courbure infinie. Et on le retrouve ici, la tangente de 0, c'est 0. Donc, j'obtiens bel et bien un rayon de courbure infini. Et si je braque mon volant à 90 degrés, clairement, on ne peut pas faire ça quand on roule, mais si vous êtes immobilisé et vous braquez le guidon à 90 degrés, ce qui va se produire, le centre de rotation va être situé directement sur le point de contact de la roue arrière. Donc, il va être placé ici là, sur la roue arrière. Donc, ce qu'on obtient, donc 90 degrés, on voit donc que tangente de 90 degrés, c'est l'infini. Donc, quelque chose divisé par l'infini nous donne 0. Donc, vous voyez ici, le R est égal à 0 parce que j'ai déplacé mon point de rotation ici. R, là, il est venu se placer directement sous la roue, donc au point de contact de la roue. Donc, vous voyez, sanity check. Donc, ça, c'est conduite, donc, bicyclette. Parfois, même si une voiture n'est pas une bicyclette, on va, pour des raisons de simplicité, pour les lois de commande, on va utiliser le modèle de la bicyclette pour les voitures autonomes. Ça se fait. Par contre, ça exige donc certaines approximations au niveau de la conduite du véhicule réel. Donc, par exemple, que vous ne faites pas de dérapage. Il y a plein de vidéos en ligne où les gens font du drifting, c'est ça? Du dérapage contrôlé. Là, on se promène à San Francisco dans une petite voiture et on fait des dérapages contrôlés. Donc, ça, si vous faites du dérapage, les règles qu'on vous présente ne sont
ne s'applique plus puisque, rappelez-vous, on avait fait l'hypothèse qu'on avait un point de contact parfait avec le sol, alors que le dérapage, c'est justement de perdre ce point de contact-là. Aussi, la conduite de bicyclette approxime bien une voiture normale lorsqu'on fait des grands rayons de braquage, donc de conduite sur autoroute, par exemple, où les rayons de braquage sont quand même très, très grands. Ce qui est intéressant aussi avec ce modèle-là, c'est qu'on découpe vraiment la commande. Dans une voiture, les deux principales commandes, ça va être des commandes, on va dire, il y a le frein à l'accélérateur, pour ce qu'on appelle la commande longitudinale, donc la vitesse linéaire de mon véhicule. Et je vais avoir la commande transversale, donc changer l'orientation du véhicule avec le volant. Donc, vous voyez, avec le modèle de bicyclette, on découple vraiment bien. J'ai un actionnaire qui tourne le volant ou le guidon. Ça contrôle la partie transversale, puis la partie longitudinale, c'est le frein et l'accélérateur. Donc, au niveau de l'asservissement aussi, ça simplifie beaucoup les choses. De toute façon, nous, les humains, on fait la même chose. Le volant, c'est pour la direction, puis le frein et l'accélérateur, c'est pour la vitesse de déplacement. Les voitures, si on veut vraiment aller plus dans le détail au niveau de leur modélisation, on doit y aller avec ce qu'on appelle l'épure de Gentoo ou la conduite Ackermann. Je l'ai pris ici une photo de Smarter, qui est un projet de l'ETH à Zurich, pour une voiture autonome là, il y a à peu près une douzaine d'années. Ça utilise la conduite Ackermann pour la réaliser. On va utiliser, il appelle ça en anglais un four-bar linkage, donc un mécanisme, un quadrilatère articulé. Donc, c'est un système purement mécanique. Mais rappelez-vous, on avait dit que donc, le centre de rotation instantanée doit être situé sur l'intersection du prolongement des axes des roues. Et pour les roues arrière, il n'y a pas de problème. Là. Les roues arrière d'un véhicule sont coaxiales. Donc, quand je prolonge là ici, j'ai ma première contrainte. J'ai une roue ici à l'avant, avant gauche, donc je prolonge l'axe, j'obtiens l'intersection. Mais là, j'ai une autre roue ici à l'avant. Donc, elle, à quelque part, il faut que son angle soit tel que lui aussi, il vienne intersecter les deux autres au même point. OK? Donc, lorsqu'on fait l'alignement d'une voiture, c'est exactement ce qu'on vient faire. On vient s'assurer que les roues avant, lorsqu'elles pivotent, notez qu'elles ne pivotent pas du même angle et et c'est justement ça, il ne faut pas qu'elles pivotent du même angle pour s'assurer que le prolongement des axes des roues viennent tous faire l'intersection au même endroit. Qu'est-ce qui se passe si ça ne se produit pas? Eh bien, probablement que le centre de rotation va être comme la moyenne des intersections, premièrement. Le problème, c'est surtout qu'au niveau du point de contact de la roue avec le sol, qu'est-ce qui va se produire? Disons que mon point, c'est le point c'est le point de contact, ma main, c'est le pneu. Il va y avoir des forces de rotation tangentielles qui vont, au lieu d'avoir des forces dans la direction de rotation de la roue, il va y avoir des forces tangentielles et de torsion. Donc, des forces en anglais, un shear, cisaillement, donc qui va se produire au niveau du contact. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va user prématurément vos pneus. Ça ne va pas vous aider, vous allez consommer plus d'essence aussi. Parce que dans le fond, vous allez faire un travail mécanique qui ne vous aide pas à déplacer le véhicule, mais qui vous aide à manger vos pneus, ce qui n'est pas quelque chose d'intéressant. Donc, c'est pour ça que régulièrement, on fait aligner la voiture. Donc, nonobstant ça, si vous avez à résoudre un problème de conduite Ackermann, rappelez-vous, il faut vous assurer que le prolongement des axes des roues, de toutes les roues, va faire l'intersection à un seul endroit. La conduite tricycle. Ah oui, peut-être un détail. Une certaine époque, c'était la Prélude qui se vantait d'avoir des rayons de braquage plus faibles dans les années 90, justement parce qu'il y avait aussi articulé les roues arrière. Donc, en faisant pivoter, par exemple, la roue, si je prends mon petit crayon ici, stylet, donc, il pouvait faire pivoter la roue arrière comme ça ici. Donc, ce que ça faisait, c'est que le prolongement des axes des roues, là, puis il faudrait réajuster la roue en avant ici. L'idée, c'est que l'intersection, vous voyez, le rayon de braquage ici était plus court que si je faisais l'intersection ici. Donc, c'est un des points vendeurs de la Prélude qui avait des roues arrière qui pivotaient. C'était, par exemple, pour faire des stationnements à basse vitesse, c'était très pratique parce que ça vous permettait de faire des rayons de courbure beaucoup plus réduits. Je pense récemment, il y a une compagnie allemande, peut-être BMW, qui l'aurait introduit. Ça n'a pas été un grand succès parce que ça coûte quand même relativement cher, ça brise, etc., etc. Mais en théorie, on peut avoir des roues arrière qui pivotent. C'est juste que c'est un choix là, de consommateur. Là. C'est pas, pour le prix ajouté, ça ne vaut peut-être pas la peine de faire ça. OK, donc conduite tricycle.
on voit ici la tortue de Grey Walter que je vous avais présentée lors de l'introduction. Et essentiellement, la conduite tricycle est identique à une conduite bicyclette. C'est juste que le problème d'équilibre n'existe pas. C'est pour ça que les enfants les utilisent, les tricycles, par rapport au vélo. Donc, encore là, on va voir notre fameux triangle rectangle qui va apparaître. Je vais prendre le pointeur. Donc, vous voyez notre triangle rectangle ici qui va apparaître. Encore là, le même principe de l'égalité des angles. L'angle ici est égal à l'angle là. Non, je vais faire disparaître mon pointeur, malheureusement. Il ne disparaît plus. Bon, conduite synchrone. Le conduite synchrone, donc, c'était c'était très populaire dans les années 90, les robots dans les laboratoires. Donc, c'est une espèce de tour qu'on avait, là, les robots en forme de cylindre. Et on avait des roues en dessous pour faire des points pour que le robot puisse se déplacer et avoir un bon contact au sol. Et donc, attendez, je vais récupérer un pointeur laser. Donc, l'idée donc, on allait avoir 2 degrés de liberté encore là, donc un moteur pour, dans le fond, faire pivoter les roues pour faire une vitesse linéaire. On avait un moteur qui faisait changer l'orientation ici des roues. OK? Et parce que j'avais une espèce de chaîne ici qui venait, une courroie là, qui venait relier les 3 roues ensemble, de sorte que les 3 roues allaient pivoter de façon synchronisée. C'est pour ça qu'on appelle ça la conduite synchrone. Donc, je peux faire soit avancer, reculer, ou tourner mes roues pour changer, dans le fond, après ça, la direction de déplacement du système. Donc, en cas là, 2 degrés de liberté. Pardon, 3 degrés de liberté, mais j'ai 2 actionnaires. Et le fait de coupler mécaniquement les différentes roues permettait de réduire les erreurs de déplacement, ce qui était à l'époque très important là, parce que les gens ont commencé à faire de la robotique, donc c'était bien de bien contrôler les différentes sources d'erreurs. Donc, par exemple, on voit ici, là, donc, lorsqu'on faisait une commande WS, là, c'est Omega S, donc on faisait vraiment pivoter les roues. Donc, le point de contact, dans le fond, il y avait un petit peu de friction, là, mais les roues pivotaient là, sur le sol, sur ce point de contact-là. Donc, on fait des robots à roues. Des robots à roues vont avoir des contraintes de déplacement qui sont quand même importantes. Parce qu'une roue, ça roule dans une direction, ça ne roule pas dans 2 directions. On va voir tout à l'heure des roues qui roulent dans 2 directions. Mais la roue du commun des mortels, là, ça va dans une direction. Ça va donc induire des contraintes sur les trajectoires possibles pour un véhicule. Donc, si je prends P comme étant la pose du robot, je ne pourrais pas faire un déplacement arbitraire d'une pose P1 ici à une pose P2. Notez que ma pose, c'est la position X, la position Y et l'orientation du véhicule. Donc, ça se peut là, que je ne puisse pas y aller directement. Qu'est-ce qu'on veut dire par y aller directement? Par exemple, de passer de la pose P1 à P2, ce n'est pas possible avec mon véhicule à roue. Ici, j'ai un véhicule à conduite différentielle. Là. Je ne peux pas me déplacer dans cette direction-là directement. C'est ce qu'on va dire ici. La dérivée de la pose par rapport à X, pour cette configuration-là de robot, elle n'est pas possible. Okay? Parce que la direction là, est de 90 degrés. Ce qu'on va devoir faire pour passer de la pose P1 à la pose P2, il va falloir faire une trajectoire du genre, premièrement, il faut que je pivote, je fais un déplacement linéaire et après ça, je fais un autre pivotement. Donc, vous voyez comment ça complexifie la planification de trajectoire qu'on va voir dans la deuxième moitié du cours, autour du mois de mars. C'est ce qui explique aussi pourquoi le stationnement parallèle, lorsqu'on on est en ville, c'est un peu compliqué justement parce que notre voiture, elle aussi, elle a des contraintes qu'on dit non autonome. Je ne peux pas déplacer un véhicule de côté. Donc, il faut que je fasse une espèce de va-et-vient continu pour venir me loger entre 2 véhicules. Donc, le terme technique, c'est contrainte non autonome. Donc, ça se produit lorsque le nombre de degrés de liberté commandé est inférieur au nombre de degrés de liberté du système. Donc, dans une voiture standard, vous avez un degré de liberté qui est le volant, puis le deuxième degré de liberté qui est le longitudinal, qui est l'accélérateur. Donc, 2 degrés de liberté, mais vous avez 3 degrés de liberté dans le déplacement, là, X, Y et l'angle du véhicule. Même chose pour la conduite différentielle ici. J'ai 2 moteurs qui sont commandés. J'ai 2 degrés de liberté commandés, mais je me déplace en 3 degrés de liberté. On va souvent les exprimer par des dérivés sur la pose du robot, donc ces contraintes-là non autonomes. Par exemple, de dire que si on place un axe sur mon robot en disant que X pointe vers l'avant et que Y pointe de côté, ce qu'on va dire, c'est que la dérivée en Y est toujours nulle pour mon véhicule dans son repère local. On parle de probabilité, on parle d'incertitude, on parle d'erreur. Donc, le fait d'avoir un véhicule à roues, il y a plusieurs sources d'erreurs
potentielle en se remémorant que la vitesse linéaire de la roue, là, du point de contact au sol, donc ça va être le rayon de la roue fois la vitesse angulaire de la roue. Donc, possiblement que si j'ai une usure du pneu au fil du temps, bien, mon rayon R va changer. Donc, ça veut dire que si j'ai un encodeur optique qui mesure la vitesse angulaire oméga, ça veut dire que la vitesse linéaire, la différence entre mon estimé et la réalité va changer au fil du temps parce que mon pneu s'use. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui, au fil du temps, ce n'est pas non plus énorme, c'est de l'ordre du 1 à 2 à 3 mm sur la durée de vie d'un pneu. Peut-être plus important, lorsqu'on applique un couple fort sur une roue, vous voyez ici là, une photo là, qui a été prise avec un temps d'exposition très, très court. On voit ici donc la force, parce que le pneu, dans le fond, le couple va s'appliquer, mais le pneu, c'est élastique, donc il va y avoir une déformation qui va se faire. Vous voyez ici comment le rayon de la roue vient diminuer parce que le pneu va comme se comprimer suite à la force au couple qui est appliqué. Donc, si vous faites beaucoup d'accélération, par exemple, vous voulez faire un véhicule autonome de F1, bien, il va peut-être falloir tenir compte de ça dans vos équations. Aussi, l'asservissement, donc j'ai un moteur, disons un moteur électrique. Ça se peut que j'ai des erreurs sur l'oméga commandé. Donc, le terme de source d'erreur viendrait d'ici. Ça se peut aussi que mon terrain soit inégal. On fait l'hypothèse que j'ai une surface parfaitement lisse avec une traction parfaite. Dans la réalité, ben, ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai pas ça du bruit mécanique. Dans le fond, si vous roulez sur du gravier, bien, ça va avoir des impulsions qui vont arriver. Ça se peut que vous ayez du dérapage. Si vous avez de la neige, de la glace, etc. Donc, ça va induire des erreurs dans vos déplacements. Particulièrement au niveau de la friction entre le pneu et le sol. Donc, j'en parlais de la glace, la neige. Aussi, si vous avez le véhicule là, comme de type Kabuki ou les Roomba, comme on avait vu tout à l'heure, il y avait une troisième roue, là, la roue libre, la roue folle, qu'on appelle le caster wheel. Ben, ça va induire de la friction. Donc, ça se peut, lorsqu'on fait des rotations, que la roue accroche, par exemple, dans du tapis ou n'importe quoi, ce qui fait que ça va, encore là, induire des erreurs ici, plus des erreurs au niveau de la rotation que de la translation. Donc, beaucoup de sources d'erreurs, parfois systématiques, parfois stochastiques, mais c'est le genre de truc qu'on va essayer de modéliser lorsqu'on fait des équations probabilistes de déplacement de notre véhicule. Nos trajectoires vont être composées d'une suite de courbes parce qu'on a nos véhicules à roues. On va les définir par des longueurs d'arc et aussi des positions de centre de rotation instantanée. Rappelez-vous, très important, l'ICC se trouve toujours à l'intersection des droites qui prolongent les axes de rotation des roues. Dans la plupart des cas, la géométrie du véhicule fait que je peux retrouver immédiatement la position de l'ICC, donc la valeur R majuscule. Dans le cas de la conduite différentielle, qui est un peu un cas particulier, bien là, il faut que j'utilise les différences des vitesses de rotation pour être capable de retrouver la position de ce point R-là, mais je peux le calculer quand même relativement facilement. On l'a vu, les équations ne sont pas quand même très complexes. Je parlais tout à l'heure que les roues, ça tournait juste dans un sens. Il existe des roues, justement, qui ont été développées pour être capable d'aller dans plusieurs directions à la fois. Essentiellement, ce sont des roues montées sur des roues. Donc, vous voyez ici un axe de 45 degrés. Donc, on appelle ça des roues mécanomes ou les Swedish Wheels. Vous allez voir une petite vidéo ici qui montre justement une plateforme qui les utilise. C'était Segway qui avait développé ça. Pour être capable, dans le fond, de déplacer des entrepôts. Et vous voyez comment, donc, je dois avoir 4 moteurs ici. Les 4 moteurs sont indépendants. Donc, j'ai 4 commandes, 3 degrés de liberté. Donc, j'ai suffisamment de degrés de commande pour être capable d'exécuter des déplacements dans 3 degrés de liberté. Donc, vous voyez ici, je peux faire des déplacements latéraux. Donc, vous voyez comment les roues tournent quand les roues tournent en vitesse opposée, ça fait comme une espèce d'aspiration latérale. Donc, je suis capable de déplacer mon robot de côté. Si je fais des rotations qui sont dans la même direction pour toutes les roues, je vais aller vers l'avant ou vers l'arrière. Et je peux faire des combinaisons linéaires de ces différentes vitesses de rotation pour obtenir, dans le fond, des déplacements autant vers l'avant que de côté et de rotation aussi. Donc, je peux faire vraiment une combinaison des trois. Donc, donne quand même une très grande liberté de déplacement. Donc, vous voyez comment ici, le faire un système mécanique qui est plus riche va simplifier grandement le problème de planification de trajectoire. C'est pour ça qu'on les aime pour des entrepôts, par exemple. Mais on s'entend clairement, des roues sur roues comme ça coûte quand même relativement cher. Et deuxièmement, je ne verrais pas ça travailler dans du gravier ou de la neige. Hein? On s'entend pour des vraies voitures, là, ça ne serait pas possible. Mais pour dans l'entrepôt, des conditions quand même relativement
propre, ben, c'est une solution qui est possible.